Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire du cycle des IGSS, Gérer efficacement vos dossiers de prévoyance. Je suis Alexandra Guimarès, chef de projet événementiel chez Hemming et je suis ravie aujourd'hui d'animer ce webinaire. Ce webinaire durera une trentaine de minutes et nous prendrons 10 à 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Naturellement, ce webinaire sera enregistré et le lien de rediffusion ainsi que le support de présentation au format PDF vous sera envoyé par email à la fin de cette session. Vous pouvez poser toutes vos questions par l'intermédiaire du module questions qui se trouve en bas à droite de votre écran pendant toute la durée du webinaire. À présent, je suis ravie de vous présenter nos intervenants du jour. Anne-Sophie Pellaton, sales spécialiste BPO chez Hemming. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour à tous. Et Olivier Ménard, directeur BPO chez Hemming. Bonjour Olivier. Bonjour. Je vous propose maintenant de découvrir le programme autour de ce webinaire. Nous débuterons celui-ci avec un rappel sur la subrogation des IGSS et de ses enjeux. Nous découvrirons par la suite l'indemnisation des arrêts maladie en prévoyance et ses enjeux. Et pour finir, nous vous dévoilerons comment optimiser le traitement des arrêts maladie en prévoyance. Je laisse à présent la parole à Olivier et Anne-Sophie et vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Merci Alexandra. En guise d'introduction, on vous propose en fait un bref rappel sur les indemnités journalières de sécurité sociale, les fameuses IJSS, et leurs enjeux. Ce qu'il faut retenir, c'est que, tu peux passer, merci, c'est que l'impact des IJSS sur la rémunération en fonctionnement normal, une rémunération normale, c'est une part de salaire et une part de charge sociale. L'impact d'un arrêt indemnisé, c'est que au bout d'un moment, on a 50% du salaire de référence qui va être versé par la CPAM et qui va être complété ou pas par du maintien de salaire de la part de l'employeur et une part de charge sociale qui va être payée, mais du coup qui va être minorée par rapport à ce qui peut avoir comme impact au niveau de la CSG et la CRDS. C'est une méthode de calcul qui vous est détaillée là sur cette slide et qui, du coup, est plus particulièrement pour les arrêts maladie, mais c'est le même type de calcul pour les arrêts pour accident du travail, maladie professionnelle, maternité et paternité, sachant que seuls les plafonnements sont différents dans ce cas-là. On a pour les arrêts maladie un plafonnement à 1,8% du SMIC et ces plafonnements sont différents dans le cadre des autres arrêts. L'important, c'est de retenir que l'intervention des IGSS est bien à garder en tête lorsqu'on parle de l'indemnité journalière de prévoyance, puisqu'on va avoir un lien avec le calcul et le versement des IJ prévoyance. Quand on fait ce calcul, quand est-ce qu'on va l'appliquer ensuite sur le salaire? En cas d'arrêt maladie, par exemple, on va avoir une carence, ce qui n'est pas forcément le cas dans le cas des autres types d'arrêts. Et ensuite, après la carence, vont intervenir la rémunération et l'indemnisation par le biais des IGSS avec le maintien de salaire lorsque on est en subrogation du versement des IGSS en complément avec comme complément le maintien de salaire. À la fin de cette période d'indemnisation et de subrogation, les IGSS vont être versés sans le maintien de salaire de l'employeur. Ça, c'est selon les conditions de mise en œuvre du maintien de salaire chez l'employeur. Et à la fin de la période d'indemnisation, on va avoir le possible passage en période d'invalidité avec des indemnités et une rémunération qui va être calculée autrement. C'est-à-dire qu'on a plusieurs temps dans le versement de ces IJSS qui va prendre en compte la façon dont l'employeur a négocié son maintien de salaire, mis en place la subrogation dans sa structure. L'information pour la mise en place de ce schéma-là et de cette indemnité-là, le circuit informatif, je pense que vous le connaissez, c'est le fait que le salarié a une information à transmettre à la CPM, ça fait partie de ses devoirs du coup, de transmettre le volet 1 et le volet 2
de son arrêt de travail à l'assurance maladie et transmettre le volet 3 à son employeur. À partir du moment où il a l'information, l'employeur, l'entreprise, va, elle, émettre un avis, une DSN, auprès de l'assurance maladie afin qu'elle puisse faire le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale. Et donc, du coup, dans le cas de la subrogation, ce qu'on voit dans la slide suivante, c'est que l'entreprise, elle, va effectuer le maintien de salaire avec le versement des IGSS qu'elle subroge auprès du salarié. Et ensuite, dans un deuxième temps, elle va se faire rembourser les IGSS qu'elle a avancés au salarié par la CPAM. Ce qu'il faut garder du coup en tête pour finir cette brève introduction qui concerne plus particulièrement les IGSS, c'est que les IGSS, c'est un sujet volumique. C'est qu'à chaque arrêt de travail, on va avoir, à partir du moment où il dépasse un délai de carence pour la maladie, par exemple, ou quelle que soit la durée pour un accident de travail ou une maladie professionnelle, on va avoir un sujet à traiter par les équipes paye et donc du coup une nécessité de traiter ce sujet tous les jours. Ensuite, on va avoir des spécificités si l'entreprise a mis en place ou pas le précompte des IGSS en paye. Donc, lorsqu'il n'y a pas de précompte, c'est vrai que c'est une façon plus simple de traiter les IGSS, mais par contre, on va avoir une difficulté à pouvoir repérer les moments où on n'a pas eu ce remboursement et donc du coup, des coûts de défaut de traitement qui peuvent être importants parce qu'on n'a pas identifié spécifiquement ce qu'on attend en remboursement et donc du coup, lorsqu'on ne l'obtient pas, ben, ça rentre dans le maintien de salaire. Le maintien de salaire, il est réalisé avec l'ensemble des charges sociales affectées et donc du coup, ça peut augmenter les coûts de traitement et de mise en œuvre de la subrogation des IGSS. Donc du coup, on a cet enjeu financier qui est lié à la subrogation. En cas de non-précompte, il peut être important, mais même en cas de précompte, le but, c'est quand même de s'apercevoir et de suivre régulièrement le fait que la CPM vous rembourse bien les montants que vous avez avancés aux salariés. Et donc, du coup, on a à suivre ces remboursements pour éviter qu'ils passent dans la période de prescription. Et puis, on a des enjeux, du coup, des encours de trésorerie. Pour pouvoir gérer ces enjeux-là, on a besoin d'outils de pilotage pour savoir où on en est dans notre balance IGSS, en fait. Qu'est-ce qui nous reste à recouvrir auprès de la CPAM et du coup, quelles sont les actions qu'on a à mettre en œuvre. Donc, ces outils de pilotage-là, ils sont associés avec quand même des actions chronophages qui sont liées à la relance de la CPAM, au fait de prendre contact avec les différentes caisses pour pouvoir caractériser pourquoi les dossiers sont bloqués, et puis trouver et se mettre d'accord sur les méthodes de calcul, parce que ça peut porter aussi des fois là-dessus, pour pouvoir effectuer et débloquer les dossiers. Donc, ça nécessite le fait de mobiliser les équipes paye sur ce sujet-là, du traitement de la réindemnisée et du suivi de la relance et du pilotage des remboursements. Si on traduit ces enjeux en chiffres, Olivier, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, effectivement, si on essaie de mettre des chiffres derrière ces processus et ces défauts ou ces effets qualitatifs, ce qu'on se rend compte chez nos clients, c'est qu'on a statistiquement entre 5 et 15% des IJ précomptés qui ne sont pas récupérés, qui font l'objet de défauts et qui finalement, au bout des 27 mois, vont devoir être passés en perte. Si on regarde ensuite sur une entreprise de 1000 salariés, combien ça représente en termes d'effectifs pour gérer à peu près efficacement avec un taux de défaut, on va dire acceptable, le processus complet de gestion de l'absence et de gestion des IGSS, c'est entre 0,5 et 0,8 ETP pour ce traitement du déclaratif et des remboursements. 0,8 ETP, ça correspond pour 1000 salariés en traitement, ça correspond à peu près à un quart de l'équipe paye mobilisée sur ces activités-là. Et si je me mets d'un point de vue très financier du directeur financier qui a de la trésorerie mobilisée, une bonne subrogation bien efficace et optimisée, c'est à peu près 60 jours de trésorerie d'IGSS qui sont immobilisés
par les processus de remboursement, et une subrogation peu efficace, ça va plutôt aller chercher de l'ordre de grandeur de 120 jours. Si maintenant je prends tous ces chiffres-là et j'essaie de les ramener au prix du bulletin de paye, puisque en fait, vous êtes pour certains responsable paye, donc vous savez que l'unité de mesure en paye, c'est le prix du bulletin de paye mensuel. Une subrogation très efficace des IGSS, c'est entre 3 et 4 euros par mois et par salarié. Une subrogation moyennement traitée, ça va plutôt chercher autour de 7. Et on a des sociétés qui ont des défauts de traitement qui peuvent aller jusqu'à 10, 12, 15, 20 euros par mois et par salarié quand vous avez réellement des gros défauts avec des pertes matérialisées. Et là-dedans, je somme les personnels mobilisés dans les équipes de traitement, les pertes et des éventuels sur-remboursements qui ne sont pas récupérables. Voilà, ça c'était une vue très très rapide des IGSS. Et pourquoi on vous l'a présenté? Parce qu'il est nécessaire d'avoir ces idées en tête pour bien comprendre l'autre partie de l'activité qui est la prévoyance. Anne-Sophie? Et donc du coup, si on passe à ces indemnités des arrêts maladie via la prévoyance, est-ce que tu peux nous expliquer, Olivier, quelles sont les principales différences entre justement ce sujet des IGSS et ce sujet des IJ prévoyance? Alors, si on revient au basique de qu'est-ce que c'est que la prévoyance. La prévoyance, c'est un mécanisme qui est avant tout assurantiel. C'est un mécanisme assurantiel qui intervient généralement, alors là, on va parler vraiment du cas général, pour l'indemnisation des arrêts au-delà d'une certaine durée d'arrêt. Généralement, c'est au 91e jour, mais on a des sociétés qui font intervenir la prévoyance soit avant, soit après. Cette application de la prévoyance, elle est variable. Il peut dépendre de la convention collective. Certaines conventions collectives l'imposent avec des relais de prévoyance à des dates précises, des montants également précis, et également, ça peut être un choix de l'entreprise d'anticiper la prévoyance pour essayer d'aller au-delà des dispositions de la convention collective. Il existe également dans certains métiers, dans certains secteurs d'activité, ce qu'on appelle une prévoyance courte, dont le relais de prévoyance est au 4e jour, donc qui prend en charge les arrêts courts sur une période avant les périodes de maintien de salaire, par exemple, pour les salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté. Ce sont des dispositifs qui sont de plus en plus rares. Pourquoi? Parce que les assureurs ont du mal à trouver de la réassurance sur ce type d'activité. Mais il faut savoir que ça existe et ça a des impacts assez importants sur le reste des choses. Ça, c'est le côté mécanisme. Si on va sur la deuxième partie, qui est de se dire ce mécanisme que l'on a vu concentré donc sur les arrêts de longue durée, par définition, il n'intervient que pour un certain type d'arrêt. Et ce qu'on constate, c'est que entre le nombre mensuel d'arrêts maladie classiques ne comportant que des IGSS et une simple carence, et des arrêts qui impliquent de la prévoyance, vous avez un ratio de 10 à 1 à 20 à 1 selon les entreprises. Ça veut dire que les arrêts de prévoyance sont généralement assez rares, en tout cas limités en nombre par rapport aux arrêts qui n'ont que des IGSS. Ça, c'est une caractéristique qui est importante. Peut-être qu'on peut faire un petit sondage chez nos auditeurs pour savoir quelle est leur pratique. Oui, bien sûr. Merci, Olivier. Alors, voici notre premier sondage qui va s'afficher sur votre écran. Alors, je vous lis le sondage. Selon votre pratique actuelle, quel est le délai d'intervention de la prévoyance? Une prévoyance courte dès le 4e jour, dès le 31e jour, dès le 60e jour, 90e jour ou je ne sais pas. Nous vous laissons quelques secondes pour répondre au sondage. Nos experts le commenteront par la suite. Très bien, vous êtes déjà plus de la moitié à avoir répondu au sondage. Nous vous laissons encore quelques instants. 51% ont voté. Encore quelques secondes avant de fermer ce sondage. Donc, très bien, une tendance s'y dégage déjà. Très bien. Le sondage est maintenant terminé et nos experts... Hop, je partage le sondage. Alors, rapidement, c'est un petit peu ce qu'on pensait. Le 91e jour est le grand gagnant. Pourquoi? Parce que ce sont les dispositions les plus conventionnelles,
énormément de conventions collectives ont cette disposition. On a effectivement cette fameuse prévoyance courte au 4e jour par exemple dans la pharma, on voit ça. Ça veut dire deux choses et on va en parler après. Ça veut dire que vous avez effectivement, pour ceux qui sont au 90e jour, des nombres de dossiers de prévoyance ouverts tous les mois qui sont relativement faibles et qui vont ne concerner que des arrêts de très longue durée. Et puis pour la prévoyance courte, par contre, c'est un autre sujet qu'on abordera très rapidement, qui est au contraire une volumétrie très importante d'arrêts avec un impact important en termes de temps de traitement du sujet. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la deuxième partie de l'explication, qui est sur la partie tu peux nous montant. expliquer, Olivier, cet impact de l'indemnisation des montants en prévoyance? Justement, on a repris l'exemple du coup d'un passage en prévoyance au 91e jour. Alors tout à fait. Là, on vous a présenté ce que vous aviez vu avant, c'est-à-dire le passage d'un salarié qui est en travail avec un salaire plein à un salarié entre le 4e et le 90e jour pour lequel 50% de sa rémunération est couverte au titre des IGSS et puis une partie maintien de salaire. Le jour où vous arrivez au 91e jour, hop, il faut revenir en arrière s'il te plaît, vous avez un dispositif où la prévoyance va prendre en charge une partie du maintien de salaire. Cette prise en charge de cette partie du maintien de salaire, dans le schéma que vous a mis à l'écran, en partie excusez-moi, vert foncé, vous avez une prévoyance qui va intervenir pour une couverture jusqu'à 85%, donc 50% d'IGSS et un complément à 85% au titre de la prévoyance, avec éventuellement un reliquat de maintien de salaire si, par exemple, les dispositifs de l'entreprise prévoient un maintien de salaire à 100%. Donc, dans ce cas précis, vous voyez que la prévoyance vient compléter le salaire de manière modeste et l'essentiel de la rémunération en période de maladie est une rémunération au titre des IGSS. Cette partie IJP, elle est versée par l'assureur au titre d'une partie de son contrat qui est l'ITT, interruption temporaire de travail. Et du coup, on a un impact sur les niveaux de rémunération, non, sur la façon dont ça s'articule au niveau de l'intervention, soit des IGSS, soit de la prévoyance. Tout à fait, Anne-Sophie. Et ceci parce que dans la première partie de ton intervention, tu as parlé d'IJSS qui était limité à un seuil maximum de versement de 1,8 SMIC mensuel. Et cet élément va être très important dans la deuxième partie. Si tu peux passer sur la slide suivante, on va vous faire un petit mécanisme qui est que sur la rémunération de salariés dont les salaires sont modestes, inférieurs au plafond mensuel de la Sécu. Dans ce modèle-là, si je prolonge mon schéma, et c'est ce que je vous ai dit, vous avez la partie prévoyance qui représente une partie modeste de la rémunération. Et là, vous avez la conjonction de nombre de dossiers faibles et montant unitaire relativement limité, avec une prévoyance qui fait 35% du montant total de la rémunération dans ce cas précis, par exemple sur les 90 premiers jours, avec éventuellement, du 91e donc au 181e, et puis potentiellement au-delà dans ce 181e, par exemple une baisse du maintien de salaire qui fait que la prévoyance également s'ajuste également. Maintenant, prenons le cas de salariés qui ont des salaires très élevés. On a pris dans cet exemple un salarié qui a un salaire mensuel de 10 000 euros. Vous voyez que la rémunération en maladie dans les 90 premiers jours est totalement différente, avec des IGSS qui sont capés à 51,70 €. Alors ça, c'est la valeur 2023. Et donc, le maintien de salaire qui, lui, est beaucoup plus élevé puisque l'entreprise devant maintenir le salaire doit couvrir 80% du maintien de la rémunération au titre du maintien de salaire. Et puis donc, la prévoyance, elle, qui adresse le complément entre les IJ et le salaire qu'aurait dû toucher le salarié, et là, on a fait une simulation à 100%, vous vous rendez compte que la prévoyance, pour aller des IGSS à 85%, représente une part majeure de la rémunération, voire la totalité. Alors là, c'est 10 000 euros, mais imaginez un cadre dirigeant salarié qui a un salaire mensuel de 100 000 ou 150 000 euros.
vous n'avez que des IJ de prévoyance dans sa rémunération. Si tu avances, et si on fait le calcul dans ce cas très précis, un arrêt de 60 jours va comporter 2 900 € d'IJSS brut, ce qui est à peu près un petit vingtième, un petit dixième de la rémunération du salarié, et au contraire, quasiment 7 000 € d'IJ de prévoyance. Donc ça veut dire que vous avez pour ce type de salarié-là des dossiers de prévoyance qui sont des enjeux majeurs financiers pour l'entreprise. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les IJSS sont prédominants dans les sociétés qui ont beaucoup d'arrêts courts, lorsque les salaires sont globalement peu élevés, et les IJSS sont quasiment directement proportionnels à l'absentéisme. Une société qui a un absentéisme double a quasiment un nombre d'IJSS double d'une société qui a un absentéisme simple. Les IJ de prévoyance, au contraire, sont prédominants dans les sociétés évidemment qui ont beaucoup d'arrêts longs et qui ont des salaires qui sont élevés. Plus les salaires sont élevés, plus vous allez avoir des montants d'IJSS élevés. Et ces IJP ne sont pas forcément toujours proportionnels à l'absentéisme, puisque l'absentéisme, on a essentiellement de l'absentéisme. Le driver principal de l'absentéisme, ce sont les arrêts courts ou les arrêts de moyenne durée. Les arrêts longs étant rares, ils pèsent assez peu dans l'absentéisme. Et donc, que représente le ratio IJSS par rapport aux IJP ou IJP par rapport aux IJSS? Eh bien, ça va varier entre 10% des IJSS et puis pour certaines sociétés, aller jusqu'à 100%. Donc, l'attention qu'on peut porter sur les IJSS est assez variable en fonction de la typologie d'activité, du type de rémunération, et potentiellement, par exemple, une holding d'un grand groupe va avoir beaucoup d'IJP et extrêmement peu d'IJSS, alors que les sociétés filiales, qui sont des sociétés qui comportent des salariés qui ne sont pas des dirigeants, au contraire, vont probablement avoir beaucoup d'IJSS et relativement peu d'IJP en comparaison. Du coup, quand on parle de prévoyance, on parle d'interruption temporaire de travail, mais pas que ça, Olivier. Alors, tout à fait. Un assureur va vous présenter, dans la plupart des cas, un contrat qui a 3 volets. L'ITT, ce qu'on vient de présenter, l'interruption temporaire de travail, qui est la couverture que l'assureur va assurer, va apporter pour payer finalement ses maintiens de salaire au titre de la prévoyance. Et vous avez deux autres leviers qui sont deux autres volets qui sont l'incapacité et le décès, qui eux couvrent des indemnisations qui sont différentes. Alors pourquoi on vous le présente? Parce que si vous ne comprenez pas ce lien entre ces trois sujets-là, vous ne pouvez pas comprendre en fait l'enjeu de la prévoyance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le métier d'un assureur, c'est de gérer des risques, de les quantifier, de les mesurer et de les provisionner. Un assureur est allergique aux risques, en particulier aux risques inconnus. Et donc, en fait, qu'est-ce que fait l'assureur quand il reçoit une déclaration initiale de prévoyance? Ben, effectivement, il va prendre ses statistiques pour regarder la durée moyenne d'un arrêt de travail et appliquer une provision quasiment mécanique sur cet arrêt. Mais aussi, le même jour, au même moment, il va prendre en compte un autre risque qui est un risque de décès, d'incapacité du salarié. Effectivement, un salarié qui a 3 mois d'arrêt de travail, ben, statistiquement, il peut avoir des maladies graves qui vont dégénérer, malheureusement, potentiellement, dans certains cas, en sujets beaucoup plus complexes et beaucoup plus délicats, qui sont potentiellement le décès. Et un décès en indemnisation, ça coûte beaucoup plus cher unitairement qu'un simple maintien de salaire pendant 90 jours ou 120 jours. Et donc, à l'ouverture du dossier, l'assureur provisionne ça. Et donc, il va provisionner un risque, un taux de risque multiplié par un montant individuel qui est au contraire très élevé. Et dans un certain nombre de cas, le risque de l'incapacité du décès est largement aussi important que la partie ITT. Alors, pour maîtriser son risque, l'assureur, il va émettre des conditions extrêmement draconiennes en matière de délai de déclaration. Il faut aussi comprendre que si je me mets maintenant d'un point de vue assureur, l'essentiel du résultat d'un assureur est drivé par les provisions techniques et non pas par les dépenses directes qu'il fait. Les provisions techniques, ce sont ces risques qui sont dans le futur liés à un contrat. Donc, pour assurer ça, l'assureur va vous imposer des délais de déclaration. Et ça veut dire que du coup, les équipes doivent vraiment déclarer dans les temps qui sont donnés par les contrats de prévoyance.
Exactement. Et la sanction, c'est un non-remboursement, une non prise en compte d'une partie du remboursement. Du coup, Généralement, on c'est va 2 mois. passer au deuxième sondage. Tout à fait. Merci beaucoup Anne-Sophie et Olivier. Donc nous allons démarrer notre second sondage, donc qui va s'afficher sur vos écrans. Donc voici, je vous lis le sondage. Notez sur une échelle de 1 à 10 la façon dont vous pensez gérer les dossiers de prévoyance, sachant que 1, vous rencontrez des problèmes de délai et de qualité de traitement selon votre fait ou du fait de votre assureur, et sachant que 10, vous les gérez facilement, sans oubli et sans défaut. Nous vous laissons quelques secondes pour répondre à ce sondage. Très bien. Vous êtes déjà 44% à avoir voté. Nous vous laissons encore quelques instants pour répondre à ce sondage. Nos experts les commenteront par la suite. Très bien. Ce sondage est maintenant terminé. Nous allons afficher les résultats à l'écran. Anne-Sophie, Olivier, je vous laisse les commenter. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait une gaussienne entre 5 et 7, c'est-à-dire avec des interlocuteurs qui estiment gérer moyennement à assez bien, on va dire bien assez bien, les dossiers de prévoyance. Certains qui ne les gèrent pas bien du tout, donc on pourra peut-être en discuter après, et quelques références en matière de traitement qui estiment le gérer extrêmement bien. Ça Ce peut qu'il être mis en faudrait être relation capable de en fait avec corréler. notre. Pardon Olivier. Ça peut être mis en relation avec le premier sondage. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque vous avez une intervention de la prévoyance à plus de 90 jours, vos dossiers sont moins nombreux et quelque part, ça surcharge moins vos équipes. Alors que lorsque vous avez une intervention de la prévoyance courte, au bout du 4e jour, par exemple, là, on peut, selon le volume de l'absentéisme, mettre en difficulté les équipes. Du coup, ça va nous permettre, par rapport à ces résultats, de passer sur la conclusion, sur le principe des IJ prévoyance. C'est vrai que globalement et en général, ce qu'il y a à retenir, c'est que les dossiers sont peu nombreux lorsque vous avez des conditions de passage en prévoyance classiques, c'est-à-dire à 90 jours. Et par contre, on peut avoir des montants unitaires qui sont élevés sur ces dossiers. Ce qui explique que pour maîtriser ces enjeux financiers, que ce soit en prévoyance courte ou longue, on a un impact fort du délai d'ouverture des dossiers. Et c'est effectivement un des principes de bonne gestion de la prévoyance. Donc, on peut passer à la slide suivante puisque je vous ai proposé un résumé. Donc, pour bien gérer la prévoyance, Olivier, à quel point il va falloir qu'on soit attentif dans les équipes paye? Alors, la gestion de la prévoyance, il y a plusieurs sujets qui effectivement apparaissent dans les sondages, et ce que tu disais Anne-Sophie, il faut un petit peu le modérer parce que vous avez deux sujets. Vous avez d'abord la charge de travail. La charge de travail de gestion de la prévoyance, c'est un élément qu'il ne faut pas sous-estimer, qui dépend évidemment de la fréquence de dossier, mais qui dépend également de la complexité du déclenchement de la prévoyance. Il faut le déclarer un dossier dans les temps, ça veut dire qu'il faut être capable de calculer et de bien calculer quand est-ce que va se faire le relais de prévoyance. Vous avez des méthodes et des contrats qui prévoient des conditions simples. Exemple, le salarié au 91e jour de son arrêt ouvre le dossier de prévoyance, mais vous avez aussi des contrats qui prévoient des carences annuelles sur des années civiles, des carences glissantes, voire des dispositifs internes qui ont été prévus par des accords d'entreprise qui prévoient des conditions en fonction du type de salarié ou d'un certain nombre de choses qui peuvent rendre le calcul de la carence extrêmement compliqué. Vous avez également effectivement un élément qu'on a présenté qui était le type de contrat sur de la prévoyance courte implique des volumes de dossiers très élevés. La prévoyance longue, on va dire, c'est le cas classique. Et puis, vous avez aussi des cas de prévoyance surcomplémentaire, c'est-à-dire deux niveaux de prévoyance qui interviennent. On les voit dans certains types de conventions comme dans la banque.
Et dans ces sujets-là, vous avez en plus la prévoyance surcomplémentaire qui ne se déclenche pas au même moment que la prévoyance normale. Donc, ça peut devenir extrêmement compliqué d'avoir une vision exhaustive, simple et efficace de son dossier. Ça dépend aussi de l'assureur ou du courtier. Et là, ça peut faire partie d'ailleurs des critères de choix de l'assureur, qu'il ait un back-office et des dispositifs de déclaration qui soient simples et efficaces. Entre le courtier qui vous demande trois formulaires en papier carbone et d'autres qui vous mettent à disposition un portail qui est quasiment connecté à votre système de paye, vous n'avez pas du tout les mêmes systèmes. Maintenant, les assureurs s'équipent en particulier avec Prestigy et pour certains dans le passé s'équipaient avec Noémie qui facilitaient au niveau de l'assureur la remontée des IGSS. Mais en fait, tous ces éléments-là sont quand même des éléments assez importants et je voudrais quand même mettre en avant un élément important de la simplification ou de la facilité de traitement qui est l'assureur et son back-office et ses dispositifs techniques qu'il met en place pour accueillir la déclaration de prévoyance et son traitement rapide. Donc, la charge de travail qui est un élément important. Quelques conseils à vous donner sur ce sujet-là. Anticiper la charge, c'est-à-dire ne négligez pas cette charge en termes de durée, en termes de temps que l'on doit passer. Et contrairement aux IGSS, qui sont quelque chose qui se traite en post-paye et surtout en temps décalé, la prévoyance se traite à la réception de l'arrêt de travail. Donc, en même temps, il faut bien comprendre que la prévoyance, c'est quelque chose qui se traite très en amont du flux et non pas comme les IJSS relativement décalés. Le conseil numéro 2 qu'on peut vous donner, évidemment, c'est de simplifier aussi si vous avez la possibilité, le calcul de la prévoyance en orientant votre courtier, votre assureur vers une solution qui est simple et maîtrisable par vos équipes. Le conseil numéro 2, c'est surtout former les gestionnaires aux clauses particulières. J'ai un certain nombre de clients qui ne maîtrisaient pas leur contrat et qui pensaient que le relais de la prévoyance n'était pas comme c'était. Et donc, ils ont découvert, ils ont eu des dossiers qui ont été comme ça refusés en indemnisation parce qu'ils n'avaient pas pris en compte ces éléments-là. Donc, formez vos gestionnaires, lisez vos contrats, faites de temps en temps, peut-être une fois par an, et surtout à l'occasion de la renégociation du contrat, une formation à vos gestionnaires pour bien comprendre en fait ces sujets-là, et encore plus si vous changez de courtier ou d'assureur. Ça, c'est le premier conseil qu'on peut vous donner. Pourquoi il y a ce conseil? Parce que en fait, les aléas que l'on observe dans le paiement des IJP, ce sont essentiellement des refus d'indemnisation ou des carences. Donc, le refus d'indemnisation, c'est quand le dossier est déclaré hors délai de mois, et puis vous avez un autre cas qui est lorsque l'assureur constate un non-paiement des IGSS, eh bien, il va vous envoyer éventuellement un petit message en disant « Ouh, j'ai rien reçu, je paye pas », mais vous avez, il faut aussi essayer de comprendre ce qui se passe, et vous avez des assureurs qui ne reviennent pas vers vous quand vous avez des dossiers bloqués par des non-paiements d'IGSS. Donc, pourquoi on vous a expliqué les IGSS? Parce que les IGSS, dans leur remboursement, sont une condition requise et prérequise pour que l'assureur puisse engager le paiement des IJP. L'assureur se sert de la validation ou du paiement des IJSS comme élément de validation que la Sécu considère que cet arrêt de travail est bien indemnisable au titre de la maladie. Et donc, l'assureur va s'appuyer sur cette information pour décider de verser les IJ. Et une difficulté complémentaire, c'est que globalement, par rapport à ces aléas de paiement, étant donné qu'on a, comme on le disait, plutôt des petits volumes de dossiers d'IGSS, c'est compliqué au final de mettre en place des traitements et des outils de type industriel pour pouvoir piloter ce genre de choses, n'est-ce pas, Olivier? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, à l'exception de la prévoyance courte, qui est un sujet massivement volumique, la prévoyance normale, prévoyance longue, vous avez généralement peu de dossiers. Hein. Une entreprise qui a 1000 salariés peut avoir entre 5 et 10 dossiers ouverts
ou 20, on va dire 20 dossiers ouverts par an, ce qui veut dire un dossier tous les mois. Ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité, il n'y a pas de rentabilité à développer un outil industriel de traitement ou de suivi, d'une part, avec des automatismes, et puis vous avez des processus qui sont variables selon les assureurs. Donc l'investissement que vous allez faire en assurance pour développer un outil pour le courtier ou l'assureur A, le jour où vous allez changer d'assureur, vous mettez tout à la poubelle et vous recommencez. Donc, la difficulté de la gestion de la prévoyance, c'est que les volumes sont relativement faibles et ne justifient pas un investissement massif d'outils d'intelligence artificielle, d'industrialisation et qui pourra être amorti dans le temps. Donc, pour résumer, la complexité de la prévoyance et de la gestion, pour une bonne gestion, il faut détecter et ouvrir les dossiers dans les temps. On en a largement parlé, mais avec une problématique qui est qu'étant donné qu'ils sont peu nombreux, d'abord on peut en oublier sur le déclenchement, et parce qu'il est compliqué de mettre en place des processus et des traitements automatiques d'identification et d'ouverture. C'est d'autant plus compliqué de mettre en place ces outils-là, c'est que les assureurs en fait ont des processus de déclaration, des méthodologies et des compositions de dossiers qui leur sont propres. Et si on oublie un dossier, au final, on va avoir très peu de marge de manœuvre pour pouvoir revenir en arrière et faire en sorte que l'assureur prenne en compte le risque. Néanmoins, si on a réussi à suivre l'ouverture de ces dossiers, à les ouvrir dans les temps, avec les bons process par rapport à ce que demande l'assureur, il faudra rester attentif au fait qu'on a une bonne gestion des IJSS et du recouvrement des IJSS en amont pour que le pilotage et le recouvrement des IJ de prévoyance ou le versement, ne serait-ce que des IJ de prévoyance par le biais de l'assureur, soient réalisés. Du coup, comment est-ce qu'on pourrait intervenir en amont et quelles options ont les entreprises pour essayer de simplifier cette gestion-là, Olivier? Alors, quelles options on a pour bien gérer la prévoyance? Je suis une entreprise, j'ai 1000 salariés, je suis dans un secteur, dans une convention collective de la métallurgie, plutôt industrielle. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, eh bien, il faut penser négociation. Si vous ne prévoyez pas de changer de contrat de prévoyance, vous, en particulier concernant les dossiers qui ont été oubliés, qui ont été déclarés en retard et qui n'ont pas été pris en charge, vous avez un levier. Si votre dossier, au sens rentabilité pour l'assureur, est bon, pensez à cette option de négocier la prise en charge de ces dossiers tardifs qui peut faire l'objet d'une négociation pour finalement rester chez l'assureur. Et moi, je le pratique assez fréquemment chez des clients qui ont généralement des bons dossiers et qui ne prévoient pas de changer pour essayer de récupérer cet argent passé que j'aurais dû avoir. Donc, pensez à la négociation. Inversement, dans l'autre sens, si vous prévoyez de changer d'assureur, vous avez intérêt à traiter l'année en particulier en cours de manière très précautionneuse vos dossiers de prévoyance parce que derrière, vous n'aurez pas de possibilité de revenir sur ces dossiers une fois que vous aurez annoncé votre résiliation assureur. La deuxième préconisation que je voudrais faire, c'est si tu peux revenir en arrière, c'est de parler formation. La formation des gestionnaires est un élément fondamental de la gestion. On se rend compte qu'il y a une corrélation entre une mauvaise gestion des IGSS et une mauvaise gestion des IJP. Mais on peut également avoir une bonne gestion des IGSS et une très mauvaise gestion des IJP. Pourquoi? Parce que les IJP sont généralement traités par une personne dans l'entreprise. Il suffit que cette personne soit partie ou ait été remplacée par une autre qui est beaucoup moins formée. Et comme les dossiers sont rares et que vous n'avez pas d'alerte, vous pouvez passer des très grosses sommes, je dirais vulgairement à la poubelle, sans vous en rendre compte, parce que en fait, comme ils sont rares, et que si vous subrogez la prévoyance, vous ne voyez pas le problème, c'est au bout de 6 mois, 1 an que vous vous rendez compte que vous avez 6 mois, 1 an d'indemnisation pour une personne relativement bien payée
qui n'a pas été prise en compte. Donc, un processus de suivi, une mesure des encours, c'est un sujet sur ces dossiers qui sont rares mais onéreux, qui est fondamental. Ça peut être un processus, on va dire, Excel, parce qu'il n'y a pas tellement de volume, mais avoir en tête que ce processus de suivi, c'est un des leviers importants en matière de coût de l'entreprise. Ça, ce sont des actions de type opérationnel. On a aussi des actions de type stratégique, Olivier, non? Tout à fait. Là, on parlait de tactique. Parlons un petit peu stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est comment faire en sorte pour avoir un système qui tourne sur la durée de manière intrinsèquement efficace. Pensons d'abord à la simplification. Trop d'entreprises ont des méthodes d'indemnisation ou de prise en charge de la maladie qui sont complexes. Des fois, il vaut mieux simplifier par le haut en arrondissant un petit peu des conventions, quitte à ce que ça coûte quelques euros de maintien de salaire de plus. Si ça vous fait gagner 5% du temps d'un gestionnaire, ça vous permettra de gagner à la fois du temps, des risques d'erreur, et le retour sur investissement sera extrêmement facile à démontrer. Une autre partie qui me semble être importante, c'est l'organisation. Les processus paye, et en particulier le lien entre les processus paye et processus absence, sont souvent des débats sans fin et quasiment philosophiques au sein des équipes paye. Vous avez des équipes paye qui considèrent que vous devez avoir un seul dossier géré de bout en bout par une même personne, ou au contraire des équipes qui gèrent pour certains les IGSS, pour d'autres la prévoyance. Cette refonte de bout en bout vous permet d'avoir cette vision sur la partie prévoyance de manière efficace. Mais par contre, comme les dossiers sont rares, peut-être dans certains nombres de sociétés, il faut avoir une vision de centraliser la gestion de la prévoyance. Dernier point, l'externalisation, la gestion déléguée, sont des sujets aujourd'hui qui sont compliqués à gérer au niveau de la prévoyance. Le manque d'outils, c'est aussi quelque chose qui est difficile. Nous, par exemple, chez Ming, on a la capacité d'avoir beaucoup de dossiers. Donc, en fait, on a développé des outils qui peuvent être amortis parce qu'on a énormément de dossiers similaires. Une société d'une taille plus modeste n'a pas de retour sur investissement sur ces sujets-là. Et donc, si vous êtes un petit peu à la limite en termes d'effectifs, vous pouvez penser à peut-être une gestion déléguée pour contourner ce problème que vous ne saurez pas gérer à un coût raisonnable du fait de la petitesse de vos enjeux financiers sur ces sujets-là. Voilà, c'était quelques pistes qu'on peut donner. On est sur une fin d'année. Une fin d'année veut dire renouvellement éventuellement des dossiers de prévoyance, nouveaux assureurs. Donc, c'était pour ça aussi qu'on voulait vous faire cette présentation. C'était probablement le bon moment pour discuter de ces sujets-là de prévoyance. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Anne-Sophie pour ce webinaire très enrichissant sur l'indemnisation des arrêts maladie en prévoyance et de son optimisation. Nous allons à présent passer aux questions-réponses et nous avons déjà des questions dans le module questions que vous nous avez posées durant le webinaire. La première question que je vous pose Anne-Sophie et Olivier est la suivante. Y a-t-il un intérêt à subroger la prévoyance? Ah, subroger la prévoyance. Alors oui, il y a un intérêt, et il y a un intérêt dans plusieurs cas. D'abord, la prévoyance est un sujet avec une dimension sociale beaucoup plus importante que les IGSS, parce qu'on va parler d'arrêts qui, globalement, sont des arrêts plutôt longs, plutôt sérieux, et on n'est pas sur de l'absentéisme de convenance, on est vraiment sur des arrêts qui, généralement, sont sérieux. Le but de la subrogation, c'est de permettre un soutien du salarié en maladie avec un versement de sa rémunération en une seule étape, et c'est à l'entreprise d'aller chercher auprès de l'assureur ces montants. Alors oui, si vous avez déjà une vision sociale, et certaines conventions collectives, certaines entreprises sont dans cette démarche-là, oui aussi dans un autre cas, c'est qu'il faut avoir une vision entre la subrogation des IGSS et la subrogation de la prévoyance. Et vous avez des clients qui ont des sociétés qui subrogent les IGSS et qui ne subrogent pas la prévoyance. Et là, vous avez un cas qui peut être très compliqué socialement, qui est le suivant. Vous avez des IGSS qui sont subrogés, le salarié est malade, et durant les 90 premiers jours, le salarié est en arrêt de travail et a un problème de remboursement de ses IGSS. C'est l'entreprise qui le prend en charge à travers la subrogation, rien ne se passe, tout va bien socialement. Le salarié arrive au 91e jour et le dossier de prévoyance est ouvert.
si vous ne subrogez pas la prévoyance, eh bien le salarié au 100e jour, 120e jour, ne va pas voir ses IJP versés. Et là, il va se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Il va revenir soit vers les partenaires sociaux en tant que support, soit vers l'équipe paye pour dire je ne suis pas payé, qu'est-ce qui se passe? Et là, on découvre en fait que c'est tout le processus IGSS qui n'a pas été versé et ça peut prendre plusieurs mois pour indemniser cette partie-là. Donc, ça peut être très compliqué pour un salarié qui a une longue maladie d'être dans cette situation. Donc, généralement, ce qu'on recommande, c'est déjà d'avoir une cohérence entre la subrogation des IGSS et la subrogation des IJ de prévoyance. Très bien. Merci beaucoup, Olivier. Donc, nous avons une deuxième question. Donc, je vous lis la question. Dans certains contrats, un délai de 180 jours d'indemnisation est posé. Ensuite, on demande une attestation de paiement en ALD. Si le salarié refuse de transmettre ce document ou ne répond pas à nos courriers, peut-on suspendre le maintien de salaire concernant la part de prévoyance? Je vous laisse répondre, Anne-Sophie ou Olivier. Olivier, c'est un de tes sujets de prédilection, je te laisse la parole. Oh, j'adore. Non, effectivement, en fait, je vais répondre d'une manière un petit peu différente, mais je vais faire référence à une cour de casse qui est arrivée il y a quelques années. Cette cour de cassation a statué qu'un salarié qui, par exemple, ne transmettait pas ses bordereaux IJSS à l'assureur et donc il n'était pas remboursé au titre de la prévoyance. Donc on est clairement dans un cas où le salarié ne remplit pas ses obligations. Eh bien, le salarié a demandé le paiement des IJ de prévoyance et c'est l'entreprise qui a été condamnée. Donc en fait, il faut être très prudent sur la partie IJP et sur les conséquences d'un non-respect par le salarié de ses droits. Moi, ça demande vraiment une consultation sur ce sujet-là pour bien comprendre si vous n'avez pas quelque chose qui est miné. Mais je vous ai répondu pas tout à fait sur le même sujet, mais sur un sujet proche. Effectivement, un salarié qui ne remplit pas ses obligations, dans un certain nombre de cas, une jurisprudence a pour autant considéré, dans le cas d'un dossier de prévoyance, que c'était quand même l'entreprise qui ne respectait pas ses obligations alors que c'était l'employé. Très bien. Merci beaucoup, Olivier. Alors, une dernière question, rapidement. Que se passe-t-il en cas de subrogation de la prévoyance et un refus d'indemnisation à terme par l'assureur? Je vous laisse répondre, Anne-Sophie ou Olivier. Qui souhaite répondre? Il faudrait comprendre la motivation de l'assureur de ne pas indemniser, parce qu'il peut se passer plusieurs choses. Soit c'est une question d'interprétation du contrat de prévoyance avec des clauses particulières. Soit, cas numéro 2, c'est un retour en arrière de la Sécu sur le paiement des IGSS qui dégrade le dossier. Donc, je ne peux pas répondre de manière objective et de manière claire là-dessus, mais je pense qu'il faut avoir une grille de lecture de d'où vient le refus par l'assureur de dossier de prévoyance. Mais je rappelle que vous avez quand même un cadre qui est très particulier, c'est que la prévoyance est une obligation. Et donc, il faut vraiment regarder si l'entreprise et si l'assureur n'a pas refusé une indemnisation pour un problème de non-respect par l'entreprise de ses obligations. Donc également, on ne peut pas tout à fait répondre. Il faut essayer de comprendre pourquoi l'assureur n'a pas remboursé le dossier avant tout. On aimerait bien pouvoir vous apporter des réponses précises, mais du coup, il nous faudra un contexte très précis aussi. Et on aurait des questions à vous poser en lien pour préciser vos contextes différents et partager avec vous les différents retours d'expérience que nous, on peut avoir. Et par contre, on peut en discuter off si vous nous amenez des éléments un peu plus matériels pour vous donner un avis. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Ce webinaire est maintenant terminé. Nous reviendrons vers vous très rapidement pour répondre à l'ensemble de vos questions et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain à 9 h pour participer au 3e webinaire du cycle des IGSS sur quels avantages à la subrogation de l'absence et comment l'optimiser. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci Anne-Sophie. Merci Olivier pour ce webinaire captivant et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée.